Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la mort du roi Louis XIII, c'était en 1643, il a seulement 41 ans à l'époque, Louis XIII. Il a 2 fils et l'aîné, le futur Louis XIV à l'époque, n'a même pas tout à fait 5 ans. Il va falloir mettre en place une régence, bien entendu, et sur son lit de mort, dans son testament, le roi organise ce qui va se passer après sa mort. Il a l'intention, avant tout, de limiter les prérogatives de cette épouse avec laquelle il n'a jamais véritablement réussi à s'entendre, avec Anne d'Autriche. La méfiance entre les époux est telle que Louis XIII est persuadé que sa femme pourrait profiter de la situation pour défaire la politique qui avait été si savamment organisée par Richelieu. Il faut vous dire que Louis XIII avait une très mauvaise expérience puisqu'il se rappelait exactement ce que sa propre mère, Marie de Médicis, avait fait pendant sa propre minorité. Bref, le 20 avril 1643, depuis son lit, ce lit où il est en train de mourir, le roi annonce à ses proches la décision qu'il a prise quant à l'organisation de la régence. Certes, la reine sera régente, et sous son autorité, monsieur, donc Gaston, le frère du roi, deviendra lieutenant général du roi mineur. Bon, jusqu'ici, rien de bien étonnant. Mais c'est la suite qui va déranger Anne d'Autriche. Et la suite, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup qui nous la raconte. C'est Jean-François Saulnon qui aujourd'hui même fait paraître un ouvrage intitulé « Anne d'Autriche, reine de France au rang des plus grands rois ». C'est aux éditions Perrin. Voici ce qu'il écrit sur cette régence qui est en train de se mettre en place. La nouveauté est ailleurs. Non seulement la régente doit composer avec son beau-frère, mais elle doit surtout s'accommoder de la tutelle d'un conseil de régence de 7 membres dont la composition lui est imposée et dont Mazarin est le chef. Chacun le comprend, c'est offrir à la reine un pouvoir limité, presque un rôle de figuration. Anne est pieds et poings liés. Elle accueille avec des larmes de colère la royale décision. Décidément, le roi, jaloux de son pouvoir pendant son règne, refuse encore de le lui transmettre après sa mort. Le roi est mort, vive le roi. Nous sommes là le 14 mai 1643, le début du règne du petit Louis XIV, donc en vérité le début de la régente d'Anne d'Autriche, qu'on a vu quitter le chevet de son mari décédé pour venir s'incliner devant son fils trop jeune pour régner véritablement. En réalité, Anne d'Autriche n'a pas l'intention de se plier vraiment aux dernières volontés du roi Louis XIII. Dès le lendemain de sa mort, elle organise le conseil de régence. Elle va négocier avec les membres de ce conseil, elle va les convaincre de renoncer à la charge qu'on leur a octroyée en sa faveur. Et évidemment, elle va essayer en échange de leur donner un certain nombre d'avantages. Et pour que le Parlement accepte de modifier l'organisation voulue par le défunt roi, eh bien, elle accorde à ces personnes qu'elle essaie de spolier d'une certaine manière un nouveau droit de remontrance, c'est-à-dire que les parlementaires, là, vont pouvoir redresser un peu la tête. Il faut vous dire que Richelieu leur avait mené la vie dure depuis quelque temps. Seulement 4 jours après la mort du roi, la reine convoque un lit de justice pour que le Parlement puisse avaliser les modifications. C'est chose faite et selon l'expression, désormais, la régente dispose de l'autorité pleine et entière. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, toutefois, à la surprise de tous, Anne d'Autriche va conserver Mazarin comme chef du conseil. Louis XIII avait nommé Mazarin à ses fonctions sur les conseils de Richelieu, bien entendu. Vous savez que Mazarin était littéralement la créature de Richelieu. Contrairement à toutes les attentes des grands du royaume, Anne d'Autriche va se comporter dans toutes ses affaires et dans le début d'une régence que tout le monde observe avec beaucoup d'attention, elle va s'y comporter comme une véritable femme d'État. Je cite encore Jean-François Saulnon. On disait Anne faible, sensible aux flatteries, étrangère à l'art de gouverner, prête à céder à toutes les ambitions. Elle se révèle d'une sagesse insoupçonnée, énergique et finaude.
La politique qu'elle va mener avec le cardinal Mazarin va à l'encontre de ce que les importants, comme on a pu les appeler, espéraient. Eux qui voulaient retrouver du pouvoir après la mort de Richelieu. Il faut dire que Richelieu était mort juste avant Louis XIII. Eh bien voilà qu'ils sont maintenant déçus. Ils voient les affaires de la France gouvernées par un Italien et par une Espagnole, parce que c'est quand même ça la vérité. Mazarin est encore tout italien. Quant à la reine Anne d'Autriche, elle n'a jamais quitté les atours espagnols qui étaient ceux de l'infante qu'elle avait pu être. D'autant que le royaume est en guerre contre l'Espagne à l'époque, faut pas l'oublier. Les oppositions augmentent. Rien qu'en 1643, 4 tentatives d'assassinat contre Mazarin, qui devient la cible privilégiée de tous ceux qui en veulent à la politique royale, à la politique de majesté de cette monarchie absolue qui est en train de s'installer chaque année davantage. La Rochefoucauld écrit dans ses mémoires « Il était maître absolu de l'esprit de la reine, et plus sa puissance augmentait dans le cabinet, et plus elle était odieuse dans le royaume. » C'est vrai qu'on commence à trouver cette reine impopulaire en 1648, après 5 ans de régence donc, ça fait 5 ans que le roi Louis XIII est mort, les tensions sont au plus haut, il y a de nouvelles charges d'impôts, on a supprimé un certain nombre des droits du Parlement, tout ça augmente le mécontentement, ce qui est en train de bouillir, c'est une sorte de révolution, c'est une fronde. L'année 1648 va être une succession d'événements qui poussent la reine à céder aux exigences des frondeurs, du moins à une partie non négligeable de leur demande. Voici ce que nous dit Jean Christian, petit-fils, dans sa biographie de Louis XIV. Que comprenait de la situation ce garçon qui n'avait pas 10 ans. Sans doute pas grand-chose, sinon que ces magistrats dont on lui rebattait les oreilles étaient de bien méchantes gens et des ennemis de l'État, mais il écoutait, il observait, il gravait tout dans son étonnante mémoire. Et tandis que dans les rues de Paris, les premières mazarinades, c'est-à-dire ces pamphlets contre le cardinal, font leur apparition et circulent sous le manteau, Anne d'Autriche et Mazarin en viennent à craindre pour leur propre sécurité. Dans cette situation, la reine se dit qu'il n'y a pas à tergiverser. Il va falloir quitter la capitale. Il faut le faire le plus discrètement possible avant de se retrouver prisonnier de ceux qui en veulent à son autorité. Et il va falloir, une fois qu'on sera libre et qu'on aura retrouvé une liberté de mouvement, faire à tous ceux qui regimbent payer le prix de leurs exigences. C'est exactement ce qu'elle va faire. Vous écoutez Radio Classique. Odeur de galette, espoir de fèves, nous sommes la nuit des rois, la soirée du 5 janvier 1649, à veille de l'épiphanie au Palais Royal, à Paris. La reine observe les rues qui ont l'air à peu près calmes, la tension semble retomber, mais on sait qu'elle peut ressurgir n'importe quand. Voici ce qu'écrit Jean-François Saulnon. Comme toutes les mères, Anne regarde son fils jouer. Appuyée sur un coin de la table de son cabinet, elle semble absorbée par le spectacle charmant du petit roi de 11 ans qui se divertit. Elle est calme, tranquille, rien qui puisse trahir une quelconque nervosité, car le bruit court jusqu'au sein du palais royal, que la régente quittera Paris cette nuit même. Mais comment accorder foi à cette rumeur malveillante quand Anne est aussi paisible au milieu des grands seigneurs, princes ou ministres qui font leur cour ? Peut-être est-elle plus gaie qu'à l'ordinaire, mais ses gestes, ses paroles ne traduisent aucune impatience. Et pourtant, c'est bien dans cette nuit des rois qu'Anne d'Autriche a décidé de fuir la capitale. Rien, absolument rien chez elle ne laisse transparaître son plan. La régente est en train de donner le change. Elle converse tranquillement avec les uns, avec les autres. Elle promet au petit frère du roi Louis, au petit Philippe, qu'elle l'emmènera le lendemain au Val-de-Grâce. Et il y en a, bien sûr, il y a des oreilles pour entendre ça, des oreilles indiscrètes qui se veulent informer. Or, le soir même du 5 janvier, Anne d'Autriche va partager la traditionnelle galette des rois. Et c'est elle qui a la fève, ce qu'on s'est arrangé pour. Toujours est-il que, selon la coutume, elle va devoir tremper ses lèvres dans un verre d'Hippocrate, et la reine ne buvait toujours que de l'eau, mais elle cède à la tradition, bien entendu. Et vers minuit, Anne donne ses derniers ordres, elle part se coucher, ces dames se retirent, persuadées que tous les échos de fuite qu'elles avaient entendus durant la journée n'étaient en vérité que des rumeurs sans fondement.
Bref, on ferme les portes du palais royal pour la nuit. Seulement à 3 heures, la lumière reparaît dans la chambre de la reine. Elle prévient sa première femme de chambre du projet qu'elle a de quitter la capitale. Elle demande de faire réveiller le petit Louis XIV, ainsi que son frère Philippe. Le capitaine des gardes, le gouverneur du roi, tout ce monde-là a été tiré du lit. On descend en silence l'escalier de l'appartement. On accède au jardin par un escalier dérobé. Et voilà qu'on prend place dans un carrosse qui bientôt va prendre la direction du lieu de rendez-vous donné au cardinal de Mazarin. L'Italien avait passé de son côté la soirée à jouer aux cartes chez le maréchal de Gramont. Il avait l'air de tous ceux qui l'accompagnaient le moins fatigué, mais malgré le manque de sommeil, on peut dire qu'Anne d'Autriche est rayonnante. Son plan a réussi. Elle est déjà hors d'atteinte. Les 3 carrosses sont déjà sur la route de Saint-Germain. Dans la matinée du 6 janvier, donc là on est le jour de la fête des rois, on peut dire que le roi, justement, s'est enfui. On va appeler cet événement, bien sûr, ça restera dans l'histoire de France comme la nuit des rois. La régente, qui considérait la situation politique un peu trop dangereuse dans Paris, a donc réussi son coup. Elle n'avait pas l'intention de devenir l'otage des frondeurs, eh bien, elle leur a véritablement échappé. Anne était même convaincue qu'un complot se tramait pour enlever le roi, écrit Jean-François Saulnon. Quand quelques semaines auparavant, la rumeur de sa fuite avait commencé à se répandre, la famille royale avait été surveillée de près. Tout déplacement, même le plus anodin, risquait de provoquer l'émeute, tant le peuple craignait le roi parti, un blocus de la ville. Garder le roi était la garantie de la sécurité des Parisiens. Les frondeurs avaient fait d'insolentes propositions pour modifier la régence. Ils voulaient chasser ce gredin de Sicile, reléguer la reine dans un monastère, voire offrir la régence à Gaston d'Orléans. Vous avez bien compris que pour tous ceux qui se rebellent, pour tous ceux qui fomentent la sédition, Gaston d'Orléans est toujours le chef tout désigné. Donc la reine souhaitait fuir Paris, faire le siège de la capitale pour finalement faire capituler ces hommes qu'elle considérait un peu trop libres d'esprit. Et pour l'heure, au petit matin du 6 janvier, les carrosses arrivent donc dans le château vieux de Saint-Germain où rien n'a été organisé pour les accueillir. La résidence royale avait été vidée de ses meubles. Il faut s'arranger comme on peut, parce que si la reine avait essayé de faire remeubler le château, il l'avait fait aménager et chauffer. N'oubliez pas qu'on est au mois de janvier. Évidemment, ça aurait attiré l'attention. Donc, on n'avait rien fait volontairement. Et on arrive sans serviteur, on n'a même pas de vêtements de rechange, on n'a même pas de boîte de chauffage, vous imaginez. Il va falloir acheter de la paille à prix d'or pour faire office de matelas. On a seulement 4 lits de camp. Les lits de camp, on voit bien à qui on va les donner. Au petit roi, bien sûr, et à son frère, à la régente et à Mazarin. Louis XIV jamais n'oubliera ce qu'il considérera comme la grande humiliation de son enfance. Et on peut dire que de cette expérience de Saint-Germain datera peut-être cette volonté tellement forte chez lui de toujours asservir une noblesse qu'il regardera comme un danger pendant l'ensemble de son règne. Avant de retourner se reposer, Anne d'Autriche donne ses premiers ordres pour ce qui va devenir le siège de Paris. Lorsque les Parisiens apprendront la nouvelle dans la matinée du 6 janvier, ils devront comprendre que la capitale va subir un blocus. C'est un climat très tendu, vous le comprenez bien. Ceux qui veulent sortir de la ville pour échapper au siège qui s'annonce en sont empêchés. On brise les roues des carrosses. C'est assez violent et on peut dire que très vite, c'est la haine qui prend le dessus. Le Parlement décrète Mazarin perturbateur du repos public, ennemi du roi et de l'État. Ça, on voit quel sort on lui réserve à partir de là. Et on lui donne 8 jours pour quitter le royaume. Quant à la régente, évidemment, elle n'a pas l'intention du tout de se plier aux exigences d'un Parlement qu'au contraire, elle a voulu mettre à la raison. Elle demande à Condé d'encercler la capitale, d'arrêter tous ceux qui voudraient maintenant en sortir. On peut dire que pour les Parisiens, les semaines qui s'annoncent vont être vraiment terribles. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, ça fait maintenant quelques jours qu'Anne d'Autriche a fui Paris. Depuis Saint-Germain-en-Laye, elle prend les décisions qu'il faut pour bloquer la capitale, surtout les ravitaillements. Décidée à organiser le siège de la capitale, nous dit Jean-Christian Petit-Fils, la reine donna des instructions strictes afin d'empêcher l'arrivée des bœufs et des moutons de Poissy, des farines de Gonesse et de Créteil. Et pourtant, malgré ce masque de fermeté, elle se sentait en position de faiblesse, à preuve sa décision de convoquer les États généraux à Orléans pour le 15 mars. Il s'agissait de faire pièce au programme politique du Parlement, au risque, en réunissant cette incommode assemblée, d'ouvrir la boîte de Pandore, mais les premiers succès remportés contre les assiégés la firent changer d'avis. En effet, Condé et ses 12 000 hommes font régner la terreur dans les alentours de la ville. Ils parviennent à stopper toutes les tentatives de sortie. C'est bien simple, ceux qui sont arrêtés, qui ont essayé de sortir, sont jetés nus dans la Seine. Et en face des troupes de Condé, c'est Conti, qui donc est le frère de Condé, qui va prendre la tête de tous ceux qui souhaiteraient prendre les armes pour lutter contre Mazarin. Seulement, ces boutiquiers, ces artisans, ces laquais ne savent pas se battre. Madame de Motteville, qui nous raconte tout ça, nous dit « Chaque Parisien était alors soldat, mais soldat sans courage ». Pour ne pas arranger la vie des Parisiens, la Seine à ce moment-là est en crue. Vous savez, c'est souvent le cas. À la fin de janvier, au début de février, on se déplace en bateau dans certaines rues de la capitale. Ça devient Venise, mais Venise sans la gaieté et sans les masques. On se distribue dans tout Paris les fameuses mazarinades, ces pamphlets qui sont tellement durs contre le cardinal. Il y en a beaucoup qui souhaitent sa mort, tout simplement. Et voilà qu'une nouvelle terrible provient d'Angleterre le 19 février. On apprend la décapitation du roi Charles Ier. Le monarque anglais avait été exécuté le 30 janvier après cette guerre civile terrible qu'il avait lui-même opposée au Parlement britannique. Après sa capture, le Parlement s'était formé en tribunal pour juger le roi et le mettre à mort. Vous imaginez que pour Anne d'Autriche, cette décapitation est un véritable effroi. Franck Ferrand sur Radio Classique. 16 mars, la régente apprend que les Parisiens sont en cours de négociation avec les Espagnols pour essayer de lutter contre elle. Ils seraient prêts à piétiner près de 15 ans de lutte contre ceux qui avaient été les ennemis de la France, en promettant même de leur rendre la Catalogne et certaines des places des Pays-Bas dont le roi de France avait eu l'occasion jusqu'alors de s'emparer. Anne d'Autriche apprend une deuxième mauvaise nouvelle. Je cite Jean-Christian Petit-Fils, le vicomte de Turenne, le plus brillant homme de guerre de son temps avec Condé, décidait de rejoindre la fronde avec l'armée d'Allemagne, la meilleure d'Europe. Inadmissible, monstrueuse, criminelle folie de la part du général en chef de l'armée du roi. Excédé des vaines promesses de Mazarin, l'orgueilleux maréchal avait déclaré qu'il ne pouvait plus être le serviteur de monsieur le cardinal. Si la régente était mise à genoux par la fronde, il obtiendrait ce qu'il réclame depuis si longtemps, nous dit Jean-Christian Petit-Fils. Face à ces multiples mauvaises nouvelles, la régente va entrer en discussion avec le Parlement. On essaie de trouver un accord et le 1er avril, le Parlement enregistre une paix. La régente va amnistier les parlementaires de toutes les fautes qu'ils ont pu commettre et elle s'engage à ne pas créer de nouveaux offices. Et de son côté, le Parlement promet de ne plus tenir d'assemblée pour quelque cause et prétexte et occasion que ce soit. Autrement dit, il s'engage à ne plus s'imposer comme un contre-pouvoir vraiment indépendant. Ce n'est que le 18 août, je dis bien le 18 août 1649, que Louis XIV pourra faire dans Paris sa joyeuse entrée, un retour triomphal après 8 mois d'absence et qui provoquera partout des scènes de liesse, un retour au calme qui aurait pu paraître définitif, mais qui en vérité ne l'était pas, parce que les rancœurs, elles, demeuraient tenaces. Vous écoutez Radio Classique.